pourquoi je veux 200 000 euros sur mon compte en banque. Tu vois. Ouais. Pourquoi je veux les plus belles femmes ou autre, peu importe. C'est simplement pour la sensation que ça va nous apporter. L'émotion. Le piège, c'est de tomber. Là, c'est le jeu qui te joue. C'est plus toi qui es en train de jouer pour passer un bon moment. C'est le jeu qui te joue parce que tu fais un enjeu d'identité de chaque interaction. Et j'ai un peu découvert un chemin en moi qui mène en un claquement de doigts à la joie et au bonheur. Derrière ce « je m'en bats les couilles », tu fais semblant d'être indifférent, mais ce que ça cache derrière, si t'es vraiment honnête avec toi, il y a une petite part de lâcheté quand même. J'étais un petit peu parti dans une boucle de performance et de résultats. On a eu la même... C'est ça, et je faisais dépendre ma valeur et mon état émotionnel et mon bonheur de l'extérieur. Bonjour, je suis Tristan et aujourd'hui, bienvenue dans ce podcast, mec. Je suis accompagné. Déjà, je suis très content parce que je suis accompagné d'un très bon ami à moi. Je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. C'est un ami, mais non seulement un ami, mais aussi mon coach assistant sur Nice, Jules. Bienvenue dans ce podcast, mec. Ça me fait trop plaisir de te recevoir. Merci. Enchanté d'être là. Enchanté. Quelle introduction professionnelle. J'essaye, mec. Ça m'a émoustillé, là. Ok. Ça m'a fait quelque chose. Comment tu te sens, mec ? Je me sens bien. Un petit peu stressé par les caméras. Oui, moi aussi. Mais ça fait partie du folklore. Oui. Donc, nous allons faire avec. Et dans ce podcast-là, j'ai envie de commencer par une petite introduction, une petite histoire sur toi. Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé dans ce canapé ? Comment on s'est rencontrés ? Et qu'est-ce qui fait que finalement, on a fini par collaborer ? Parce que ceux qui ont pris un coaching avec moi dernièrement ont eu l'honneur de se faire coacher aussi par Jules, de se faire coacher par toi. Donc là, est-ce que tu peux me faire une brève histoire de notre rencontre et comment ça s'est articulé jusqu'à ce qu'on collabore ensemble, mec ? Je pense qu'on s'est rencontrés parce qu'on avait la même intention, un peu le même but dans la vie. On était sur les mêmes énergies. On était dans une recherche de quelque chose, une recherche de nous-mêmes, par le biais de quelque chose qu'on a trouvé qui s'appelle le game, qui nous mène sur un chemin de développement personnel. Et donc je pense qu'on s'est rencontrés parce que nos énergies coïncidaient à ce moment-là, tu vois. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. On s'est rencontrés dans la rue, du coup. Oui. En pleine street. Je t'ai abordé. Chose que je n'aurais jamais pu faire il y a quelques années, tu vois. Il y a quelques années, tu n'aurais pas pu faire ça ? Non, jamais. Aborder un inconnu comme ça dans la rue... Ok. Donc, qu'est-ce qui a changé fondamentalement entre cette version de Jules à l'époque et cette version de Jules qui a pu effectivement venir m'aborder et venir me dire bonjour ? Déjà, c'est un enchaînement de passage à l'action. C'est sortir de sa zone de confort de manière répétée et récurrente, qui font que ça a transformé petit à petit ma personnalité et m'a rendu plus à l'aise socialement et plus confiant. Ok. Donc ce que tu veux dire par là, c'est que tu as entrepris des actions à l'extérieur pour changer ta réalité. Exactement. Et ensuite, pouvoir passer d'une identité A à une identité B. Principalement, aller parler à des femmes dans la rue. Principalement. Entre autres. Ok. Intéressant, mec. Et ouais, donc du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là. Ensuite, notre relation a commencé à fleurir, je dirais. Je sais pas, on s'est croisés de plus en plus. On passait de plus de temps ensemble. Et moi, j'ai toujours apprécié chez toi le fait de pouvoir aller dans des discussions très deep. Tu vois. Et c'est la raison pour laquelle aussi je collabore avec toi aujourd'hui. C'est que tu es parmi les mecs dans mon entourage avec qui j'ai des conversations des plus stimulantes, non seulement intellectuellement, spirituellement, mais même émotionnellement. C'est-à-dire qu'on parle de nos vécus, on parle de nos passés, et c'est ça qui nous permet aussi de connecter. Donc toi déjà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mec ? Si on peut un peu présenter aujourd'hui ce que tu fais. Je suis dessinateur professionnel. Ok. Qu'est-ce que c'est dessinateur ? Je suis dessinateur de bande dessinée. Ok. Et également dessinateur sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Ok. Voilà, j'ai grandi dans une famille d'artistes. J'ai toujours un peu dessiné et c'était un petit peu mon destin, entre guillemets, quoi. Ok. Ma voie naturelle. Parce que mon père est peintre
Donc j'ai un peu suivi les traces, comme le fils du forgeron. Ok, intéressant, mec. Et donc là, toi, aujourd'hui, est-ce que tu as des... Je sais pas, est-ce que tu as des similitudes entre le... Tu sais, ce côté artiste que tu as développé via ta génétique, j'ai l'impression, parce qu'il y a une part de quelque chose qui se transmet aussi Ouais. de ton père. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ça, donc cette activité-là, qui permet d'exprimer ta créativité, et le game, donc l'aspect beaucoup plus centré sur le développement personnel et sur les relations finalement? Je ne pense pas en vrai. Après déjà, je ne crois pas au talent. Je ne crois pas en quelque chose d'inné ou un don que j'aurais reçu. Tu vois. Ok. Je pense que c'est toujours un peu une construction via l'environnement. Il y a des gens qui ont des prédispositions, des génies artistes, genre Mozart ou Michel-Ange, mais ils ont dû travailler dur pour devenir vraiment excellents. Genre moi, si j'avais peut-être une petite prédisposition, c'est que j'ai toujours été de nature un petit peu observateur. Mais je ne suis pas né avec un talent pour le dessin. Je l'ai construit avec le temps. Et surtout, j'ai construit mon identité, quand j'étais jeune, autour de ce truc-là. Genre, j'étais le dessinateur de l'école. Et du coup, ça me donnait une place au sein du groupe. Ok. Est-ce que ça t'aidait dans tes relations aux autres et est-ce que ça t'aidait dans tes relations avec les femmes? Le fait d'avoir justement cette identité de voilà, le mec créatif de l'école, le mec qui dessine bien. Oui, je pense que ça a ajouté un petit quelque chose, mais c'est pas magique du tout. Okay. Je pense que moi, j'ai toujours été de nature très romantique. Un petit peu poète. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu vois, dans l'éducation sentimentale de Flaubert. 100%. J'étais tout à fait comme Frédéric Moreau. Tu vois. Okay. Quand j'étais jeune, je pouvais voir une femme passer, une fille passer, et m'inventer tout un monde et devenir follement amoureux d'une idée, tu vois. Mm-hmm. J'avais un peu tu vois, l'amour comme ça, imaginaire, très poète. Et du coup, j'ai toujours été très intéressé par les filles. C'est plus ça qui fait que dans ma jeunesse, j'ai pu avoir des relations. Je pense que c'est mon intérêt pour la chose. Je pense qu'il se passe dans nos vies ce qui nous intéresse. Tu vois. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il se passe dans nos vies ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'on a des passions et des désirs à l'intérieur qui vont transparaître sur l'extérieur. Oui. On peut être plus intéressé par telle chose ou telle chose, et on va les attirer, dans un sens. Tu vois. Okay. Genre, il y a des mecs très beaux gosses au lycée qui n'ont pas eu plein de relations avec des filles, ou même quelques histoires, parce qu'ils n'étaient pas tant intéressés que ça par les filles. Ils préféraient jouer aux jeux vidéo, ou... Tu vois. Ok. Tu penses du coup que c'est quoi qui conditionne justement le fait d'être plus ou moins intéressé par les femmes quand on est jeune, tu vois? Parce que tu prends l'exemple du beau gosse qui a des femmes autour de lui, et c'est sa réalité. Tu vois. Après, je pense qu'il y a des natures un petit peu. Je pense que je suis d'une nature un petit peu plus féminine que d'autres, donc un peu plus sensible. Et donc, j'ai toujours été touché par ce genre de choses, même dans les films, au cinéma, dans les séries, dans les dessins animés. Ce genre de choses, quand j'étais petit, ça me parlait. Après, pourquoi un autre est différent, c'est dur à dire. Je pense que c'est une question de sensibilité. Okay. C'est intéressant parce que la dernière fois, mec, tu m'as posé une question au resto, parce qu'on faisait un peu l'état des lieux de nos différences, parce qu'on est quand même très différents. Et tu m'as posé la question, est-ce que tu as déjà pleuré devant un film? Et moi, dans mes souvenirs, oui, j'ai déjà dû pleurer devant un film, mais c'est anecdotique par rapport à peut-être toi où t'as plus de sensibilité par rapport à ça, c'est ça? Peut-être. Après, je sais pas d'où ça vient. Je sais que j'ai eu une petite blessure d'abandon avec ma mère quand j'étais jeune. Mm-hmm. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient pas de là? C'est dur à dire. Ou alors peut-être que c'est juste biologique, chimique, je sais pas. C'est intéressant que tu parles de blessure d'abandon, mec, parce que moi aussi j'ai cette blessure-là. Et je pense qu'il y a plein de mecs qui l'ont aussi, mais qui sont pas complètement conscients de à quel point cette blessure influence leur comportement de manière inconsciente. Et ceux qui sont conscients de cette blessure n'arrivent pas finalement à s'en détacher. C'est-à-dire qu'il y a un truc, et c'est très intéressant parce qu'on a eu cette discussion et ça m'a aussi ouvert les yeux, c'est que je me rendais pas compte
que moi-même, en fait, je m'identifiais à cette blessure. C'est-à-dire que c'est pas la blessure qui fait que ça a une influence dans ma vie, mais c'est ma relation à cette blessure. Oui. C'est parce que tu as figé une identité. Est-ce que tu peux développer ce truc de figer une identité? En gros, toute notre vie, on est constamment en train de choisir des identités. Volontairement. Et on n'a pas forcément conscience qu'on les choisit. On pense que c'est les circonstances, la vie, notre éducation qui nous imposent des identités. Mais en fait, on peut leur dire oui ou non, en gros. On peut choisir d'accepter cette identité et de se construire autour de ça. Donc, ok, je suis Tristan, j'ai une blessure d'abandon, et c'est comme ça, et je dois bosser sur moi pour guérir cette blessure. Et donc, tu choisis toute une identité. Tu vois. Je dois guérir, je dois faire pour finalement atteindre une version de moi que je projette dans le futur, en fait, finalement. Et en fait, on est attaché à ces identités-là. Parce que on nous a un petit peu vendu, mais je pense pas que ce soit un complot ou quoi, hein, mais on a grandi en tout cas avec ce schéma-là de victime-héros, tu vois, avec plein de films, plein de séries où tu as le héros qui vit des aventures, qui a des épreuves, qui doit souffrir, qui doit surmonter des épreuves pour avoir une vie intéressante, entre guillemets. Tu vois. Donc on est constamment en train de s'inventer des problèmes, de s'inventer des épreuves pour les surmonter, pour être le héros victime de l'histoire. Et on s'invente tout un monde, on s'invente toute une identité autour de ce schéma-là. Donc voilà, et je pense qu'il y a une option très simple qui est de juste choisir une nouvelle identité, sans essayer de guérir les anciennes identités. Tu vois. Comment tu fais ce process du coup? Parce que là, j'aimerais qu'on parle de cette philosophie de déjà accompli. Tu sais qu'on a beaucoup discuté de ça ensemble. Comment tu passes justement d'une identité où justement tu t'identifies à tes souffrances, tu t'identifies à ta blessure, tu t'identifies à, je sais pas, par exemple, tu as un conflit avec quelqu'un, tu vas détester ce quelqu'un. Et donc, comment tu passes de ce truc où je m'identifie à cette histoire que je m'invente dans ma tête à, en fait, je suis déjà accompli, je n'ai pas besoin d'être ou de faire quelque chose pour devenir. Ouais. En fait, il faut déjà s'asseoir dans le siège du choisissant. Il faut déjà accepter que c'est toi qui choisis. Et c'est un peu l'étape la plus dure. Parce que la plupart des gens ne veulent pas prendre la responsabilité de ce qui leur arrive, ou même de leur personnalité. Ils vont dire non, mais je suis comme ça. C'est parce qu'il m'est arrivé ça dans le passé. Ça. Donc ils prennent jamais la responsabilité du truc. Non, mais moi je suis introverti, non, mais moi je suis timide, non, mais moi j'aime pas trop les soirées, j'aime pas trop l'ambiance, j'aime pas trop le bruit. Ça, c'est une identité que tu choisis en fait finalement. Ouais, c'est ça. Ou que tu entretiens en fait par ces pensées-là. Donc déjà, il faut accepter que c'est toi qui choisis. Et c'est pas facile. Tu penses c'est quoi la raison pour laquelle c'est pas facile justement de prendre ce recul et de faire ce choix d'identité, d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de je suis et pas de je m'identifie à ce truc-là, quoi. Parce que déjà, je pense qu'on a peur de notre propre pouvoir. Il y a un peu de ça. Je sais plus, c'est Marianne Williamson qui disait notre plus grande peur, c'est notre lumière, en gros. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Et aussi, je pense qu'il y a tout un héritage judéo-chrétien millénaire, tu vois, qui nous place dans la position de, pour pouvoir s'aimer soi-même, il faut être une victime. Il faut avoir souffert, il faut avoir porté sa croix. Et là, je vais pouvoir avoir de la compassion pour moi-même. Parce que justement, cette compassion, tu as l'impression que tu dois la mériter, ou alors qu'il y a une étape à franchir, ou cette aventure du héros qu'il faut avoir avant d'avoir ce sentiment de « Ah, je m'aime et je me sens bien ». En fait, c'est simple, c'est plus facile d'aimer un petit bébé qui a l'air de pleurer et de souffrir, tu vois. C'est plus facile d'avoir de l'affection pour lui et de la compassion et d'essayer de l'aider que un mec, un gigachad hyper confiant, hyper puissant, tu vois. Tu vas moins avoir envie de l'aimer, tu vois. Donc pour être aimé, on choisit plus l'identité, pas le bébé, mais tu vois, la victime, quoi.
pour être aimé et pour s'aimer soi-même. Exact, finalement. oui, oui. C'est hyper intéressant, mec. C'est plein de réflexions dans lesquelles je suis On actuellement. part déjà dans tous les sens. Ouais, bah c'est très bien, ça tue. Donc ouais, l'identité du déjà accompli, finalement, c'est un truc qu'on travaille beaucoup en coaching pour finalement identifier en fait déjà les blind spots. Donc là où tu vas être complètement inconscient de ce qui se passe dans ta vie, tu as des comportements, tu comprends pas pourquoi tu agis comme ça ou pourquoi tu es bloqué. Donc nous, notre travail avec Jules, c'est d'avoir une discussion profonde avec toi pour comprendre ta vision, quels sont les schémas en fait, quelles sont les croyances qui sont ancrées concrètement chez toi, pour pouvoir mettre de la lumière là-dessus, avoir un feedback et le déverrouiller par la suite. Parce que ce que je me suis rendu compte et ce qu'on s'est rendu compte aussi avec Jules, c'est que dans le game de manière générale, le fait de passer à l'action, de vouloir changer son monde extérieur, s'il n'y a pas ce travail intérieur sur les croyances, sur le conditionnement social et sur le conditionnement familial, tu vas avoir des femmes dans ta vie, tu vas avoir du résultat dans ta vie. Mais en fait, que tu aies du résultat ou pas, ça change rien. Ça change rien si à l'intérieur, tu n'as pas fait le travail et Enfin, le travail. J'aime pas trop appeler ça, mais c'est justement ce choix d'identité-là. Avoir le pouvoir de faire ce choix d'identité et y accéder pour être ce que tu as envie d'être, ce que tu es en fait, finalement, au plus profond de toi. Après, je comprends qu'on ait besoin de passer par là. Tu vois. Genre moi, j'ai eu besoin un peu de passer par là, d'avoir accès à l'abondance avec les femmes pour réaliser que c'est pas ça qui allait me rendre heureux et combler le vide. Tu vois. Donc parfois, on a besoin quand même de passer par là pour le réaliser. Je sais, on a beaucoup cette discussion entre nous de savoir est-ce que c'est possible de sauter toutes ces étapes et d'arriver directement dans l'identité du déjà accompli. C'est une grande question, mais je pense qu'on part pas tous du même endroit. On part pas tous avec le même niveau d'amour de soi de base. Et c'est sûr que c'est compliqué. Un mec qui se déteste, c'est compliqué de lui faire choisir une identité de déjà accompli. Il y a beaucoup trop de résistance, il y a beaucoup trop d'étapes. Mais c'est pas impossible. Hein. Je pense que c'est possible. Et tu penses pas que justement ce mec qui se déteste, si tu lui fais prendre le chemin et la voie qui est de faire des actions dans l'extérieur pour combler ce truc-là, bah finalement c'est pas que c'est le mauvais chemin à emprunter, mais il y a une voie qui est plus rapide, qui est de regarder à l'intérieur et ensuite justement de faire en sorte que l'action extérieure ce soit une conséquence de son état intérieur et de pas essayer de changer l'extérieur à tout prix sans faire le travail intérieur qui finalement c'est ça qu'on veut. On veut cette sensation. On cherche. C'est ça qu'on s'est dit aussi, c'est que dans la vie, on cherche pas des choses. On cherche l'émotion qui est associée à cette chose. Donc, c'est à toi aussi, donc toi qui nous regardes, de te poser la question concrètement. Qu'est-ce que je recherche à travers le fait de vouloir des femmes dans ma vie ? En général, ce que tu recherches, c'est cette émotion d'être aimé, d'être soutenu, de te sentir reconnu. D'avoir quelqu'un qui soit disponible émotionnellement. Mais en fait, si tu vas chercher ce truc-là à l'extérieur sans le développer en toi, tu vas faire que combler ce truc-là. Et moi, j'ai l'impression que ce chemin-là, c'est un chemin d'expérimentation, mais qui a une voie qui est plus rapide. Mais je pense qu'on a quand même besoin de se confronter au monde. Genre ce truc de rester tout seul, tu vois, dans sa méditation et de trouver la paix intérieure et le déjà accompli tout seul dans son coin, ça peut marcher, mais je trouve que c'est une conclusion un petit peu hâtive et radicale. Genre là, par exemple, je pourrais choisir une identité je vois qu'il y a plusieurs identités. Il y a un Jules qui est très stressé des caméras, qui a très peur et tout. Et je peux choisir en moi, je vois qu'il y a un autre Jules qui est détendu, qui s'en fout. Mais même si je choisis l'identité du Jules confiant qui s'en fout, vu que c'est nouveau pour moi, que c'est la première fois que je fais ça, c'est un peu hors de ma zone de confort. Et je vais être obligé, si je veux être parfaitement à l'aise dans cet environnement-là, de répéter cette action-là, de faire plusieurs podcasts jusqu'à que ça soit confortable. Je pense pas que ça puisse être confortable d'un coup. Même si j'étais
un super grand sage, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, effectivement, il y a un mix entre l'action dans le réel, le fait de répéter cette action, mais si cette action, elle n'est pas couplée à, justement, le fait de faire ce choix d'identité dont tu parles à l'intérieur, tu vois, ça va... Ok, tu seras à l'aise en podcast, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Oui, en fait, ça dépend Quel de est le l'intention. discours interne voilà. Quelle est l'intention et quel est le discours interne que tu te répètes, finalement? C'est sûr que si l'intention, c'est de combler un vide et d'être aimé, d'essayer de s'aimer à travers l'amour des autres et l'affection des femmes, oui, ça va mener à rien. Mais si l'intention, c'est de développer ses compétences sociales, de prendre confiance en soi, etc., bah, l'intention, elle est bonne en vrai, tu vois. Elle part pas d'un manque. Ça peut être joyeux simplement, tu vois. Tu penses pas que le fait de se dire « je veux développer mes compétences sociales », ça part un petit peu d'un état de manque et de « je ne suis pas assez » ? On pourrait le voir comme ça. Non, mais c'est pas mal. Oui et non, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un juste milieu à trouver entre ce travail intérieur, ce travail de choix d'identité permanent à chaque instant dans le présent, et le fait de faire des actions dans la réalité. C'est ça qui est... En fait, je pense que c'est compliqué de se libérer de tout le conditionnement social sans passer à l'action et sans se confronter aux autres, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut devenir tu vois, ultra confiant juste en travaillant sur son identité dans son coin? Ouais, en étant moine-like et en... J'aime bien l'idée, elle est belle, mais je sais pas si elle est vraiment réalisable. Je pense qu'on a besoin quand même de se confronter, d'échouer, d'avoir des réalisations. On est humain, en fait. On pourra jamais être des dieux... illuminés comme ça dans l'amour toute la journée. Non, je pense que le passage à l'action est essentiel, mais il faut essayer de se poser les questions pourquoi on fait les choses et de faire un travail intérieur en même temps. J'aimerais enchaîner sur un autre sujet. J'aimerais enchaîner, mec. Je me posais la question dans la voiture tout à l'heure, en allant à ce podcast, ok, de quoi on pourrait parler? Et je pense que ça pourrait être intéressant, tu vois, de faire un état des lieux de toi, ce que tu as remarqué dans les coachings, de ce que tu as remarqué aussi de manière générale dans les relations hommes-femmes. Et aussi, donc, par ce constat-là, donner quelques astuces et quelques conseils aux personnes qui nous regardent. Waouh, tu me mets la pression là. grande question. Grande question. Et est-ce que tu as remarqué des patterns, des choses qui reviennent dans les coachings qu'on fait par rapport aux entrepreneurs qu'on accompagne, des choses où tu te dis putain ça revient à chaque fois et c'est un pattern régulier, quoi. Moi je me souviens qu'on avait parlé de la peur de se rendre ridicule. Ah ouais. Ou de rester figé, tu vois, dans une identité, l'identité entrepreneur, alpha, qui doit performer, qui doit réussir, qui doit gagner. Mais c'est quoi le problème derrière ça, mec? Oui, en fait, le problème, c'est que les gens se prennent au sérieux. Parce qu'on a figé une identité sérieuse, parce que on a cru que dans le passage de l'enfance à l'âge adulte, bah, il fallait devenir sérieux. Donc tout le monde s'embarque dans un truc très sérieux, avec des problèmes très graves, et tout est un enjeu terrible, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, et ça, c'est chez les mecs comme chez les filles. Tout le monde est très sérieux, si on regarde bien. Et c'est généralement quelque chose qui nous bloque et qui nous empêche de connecter avec les autres. Parce qu'on est tout le temps en train de se regarder de l'extérieur. Ah, est-ce que je me comporte bien? Est-ce qu'on va me juger? Est-ce qu'on va m'aimer si je fais ça? Tu vois? Faut que je sois parfait. Tout est tragique, tout est dramatique, tout est sérieux, tu vois. On a perdu cette innocence, cette insouciance de l'enfance, où tu regardes les enfants, ils en ont rien à foutre. Ils sont en roue libre totale, tu vois. Parce qu'ils se prennent pas au sérieux. Parce que c'est acté dans la société qu'un enfant n'est pas sérieux, n'a pas à se prendre au sérieux, tu vois. Alors qu'un adulte doit être sérieux. Tu vois. Et c'est un piège terrible, en fait. 100%. Et tu faisais aussi le constat par rapport aux gens beaux, aux gens beaux où finalement c'est le même
le même sujet chez les entrepreneurs qui ont cette identité forte, ce fort personal branding de oui, je dois être alpha, je dois gagner, je dois performer. Parce que du coup, il y a un décalage qui se crée entre l'identité qu'ils ont projetée et ce qu'ils sont vraiment en eux. Tu vois. C'était quoi la réflexion que tu me disais par rapport Aux jambos. aux jambos? Bah, les jambos ont plus de mal à pas se prendre au sérieux. Comment ça se fait, mec? Parce qu'il y a quelque chose de sérieux dans la beauté. Tu vois, les mannequins avec leur tête, ou les acteurs avec leur tête un peu figée, il y a quelque chose de froid dans la beauté. Alors que dans la laideur, à l'inverse, il y a quelque chose d'un petit peu drôle, de ridicule. Ouais. Et du coup, les jambos se sont vraiment ancrés dans cette identité-là et se prennent beaucoup plus au sérieux. Après, c'est du cas par cas. Il y a des gens beaux qui se prennent pas au sérieux et des gens laids, entre guillemets. Après, on peut discuter de qu'est-ce que la beauté, qu'est-ce que la laideur. Mais subjective, on voit à peu près par rapport au code esthétique de la société, en tout cas. Ok. Et donc, ouais, les gens beaux se prennent au sérieux. Moi, j'étais un peu comme ça quand j'étais au lycée. Genre, je faisais pas d'expression faciale. Je me souviens, il y avait une fille qui m'avait dit « Mais c'est marrant, toi, t'as pas d'expression faciale. » Elle t'avait fait un feedback? Ouais, elle m'avait fait un feedback. Ok. Parce que j'étais dans une identité de personnage, je me prenais pour Eminem. Tu vois, je faisais toujours une dark face, tu vois, comme Ouais. Dark une Dark Sasuke, Sasuke, une au Dark fond de la Sasuke classe, quoi. face, tu vois. Ok. Pour essayer d'être un peu BG, tu vois. Ouais. Donc il y a vraiment ce truc-là. Et c'est plus facile, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est Big Flo, de Big Flo et Oli. Ouais. Où lui, à l'inverse, qui était plutôt pas beau dans les critères de beauté de la société, a très tôt, je pense, développé cette facilité à se rendre ridicule. Tu vois. Cette confiance en lui dans ce côté un petit peu clown. Tu vois. Ok. Il s'en fout totalement de l'image qu'il renvoie parce que il a tellement mangé dans la gueule, je pense, que c'est devenu ancré en lui, quoi. Cette facilité à pas se prendre au sérieux. C'est plus dur pour les gens beaux. C'est pas impossible. Et tu penses que, justement, le fait que les gens beaux, ou tout du moins les entrepreneurs qui sont dans cette identité de oui, je suis charismatique, je suis alpha, je dois gagner, je dois performer, est-ce que pour eux, ça va être plus difficile finalement de connecter avec les gens? Et comment, c'est quoi le tricks finalement pour passer de cette identité-là à finalement se rapprocher de qui ils sont vraiment et avoir moins la peur du ridicule, moins la pression et moins le jugement? Après, déjà, la phrase « qui ils sont vraiment », moi, me laisse perplexe. Ok. Étant donné que l'identité est très fluide. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a Tout pas du parlé de moins ça tout à l'heure. d'enlever les filtres, c'est ça que je voulais dire. Comment t'enlèves les filtres? En fait, déjà, il y a un prémisse à ce truc de changement d'identité, de choix de l'identité. C'est que pour accepter le choix de l'identité, il faut déjà accepter l'unité, en gros. Des concepts spirituels très connus qu'on retrouve dans plein de religions différentes, qui est qu'on est tous un, en fait. On est tous les doigts Et donc, du coup, la petite identité du Tristan ou du Jules séparé, quand on prend du recul, n'a plus trop de sens, étant donné qu'on n'est que un. Et d'ailleurs, d'un point de vue même scientifique, si on va dans l'espace et qu'on regarde la planète d'en haut, bah, l'humanité n'est qu'un. Tu vois. Et donc, déjà, il faut accepter ce truc-là pour prendre un peu de recul sur sa petite identité qu'on a créée. Tu vois. Et une fois que tu prends du recul, tu peux et que tu as conscience de ton identité et du choix que tu as fait, là, tu peux changer à nouveau. Mais c'est compliqué pour moi, je trouve, de changer. Tu vois, il a choisi une identité d'entrepreneur alpha. Et bah, s'il essaye de changer cette identité-là, tu vois, il va galérer, ça va être très laborieux. Tu vois, alors qu'il peut simplement choisir une nouvelle identité. Comment tu fais la distinction du coup entre s'il veut changer cette identité, je vais y arriver, là, et faire un choix? C'est quoi la différence entre le changement et le choix que tu fais? Bah déjà, c'est la conscience. Il faut avoir conscience que tu choisis une identité. C'est compliqué de choisir si t'as pas conscience que c'est toi qui choisis. Tu vois. Ok. Donc, ouais. Déjà, prendre de la conscience, mettre de la conscience sur soi.
Donc c'est tout un travail d'introspection, tout un travail de remise en question. Le c'est aussi travail pour intérieur ça dont on parlait, ouais. que le game et le fait d'aller aborder des gens comme ça est très puissant, c'est parce que ça te pousse constamment à la remise en question. T'as plein de feedback sur toi qui te poussent à te remettre en question et ça devient un petit peu un muscle. Moi, vraiment, je sens que j'ai réussi à développer cet aspect-là de ma personnalité, de me remettre en question un petit peu à l'extrême. Je trouve que c'est ça l'utilité, tu vois, d'aller comme ça parler à plein de gens. Ouais, parce que finalement, les relations, c'est un miroir qui permet de t'élever C'est et ça. de mettre de la conscience sur comment tu fonctionnes, déjà comment tu réagis, tes comportements, et à terme d'avoir ce recul C'est dont tu ça. as parlé, pour te dire, ok, non, là, j'étais plutôt dans l'ego, ouais, non, là, ok, j'ai pris assez de recul. Ok. Et puis, en plus, il y a cette histoire de s'adapter. Tu vois, quand on va parler à une fille dans la rue, par exemple, bah, on va un petit peu s'adapter à son énergie. Sinon, ça va pas connecter. Genre, s'il y a une fille un petit peu timide, ah, tu vas pas arriver et être hyper confiant, ça va lui faire peur, elle va, tu vois. Donc, le fait de pouvoir s'adapter comme ça m'a aussi permis de comprendre en profondeur que mon identité était fluide. Tu vois, qu'il y a plein de Jules différents et que je peux piocher dans tous ces Jules quand j'en ai envie. Je suis plus dans oui, je suis comme ça, donc je dois me comporter comme ça pour être authentique. T'es plus dans une case, en fait, finalement. C'est ça. Genre, je suis Ok. multi-personnalité, multi-identité. Il y a plein de Jules, il y a autant de Jules que. Ok. Tu vois. Ok. Je parle à la troisième personne. Ouais. Un fou. Ok, mec. Putain, c'est trop intéressant. Et toi, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, je me souviens que tu m'as parlé d'un certain moment, mais peut-être qu'on va en parler ensemble, où tu as eu cette révélation. Comment t'es arrivé à ces conclusions? Est-ce que il y a eu des lectures? Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as eu une illumination? Tu as dit, ah ok, ça y est, j'y vois un peu plus clair. Comment ça s'est passé chez toi? C'est drôle en vrai parce que c'est toujours après des ruptures amoureuses dans Ok. mon passé, dans ma jeunesse, Intéressant. que ça me faisait tellement souffrir que j'avais cherché déjà dès 17 ans, 18 ans, j'avais cherché des clés, des chemins, des informations pour m'aider à vivre mieux le truc, quoi, à aller mieux. Donc je m'étais déjà très jeune intéressé à la spiritualité, notamment à Krishnamurti. Je sais pas si tu vois, c'est un penseur indien, un peu mystique, très intéressant, qui parlait déjà à l'époque d'ailleurs du choix de l'identité. Je l'avais pas compris de la même manière, mais il parlait déjà du fait qu'on choisissait une identité. Genre on te dit tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te met dans la gueule depuis que t'es petit, t'es français, t'es ceci, t'es cela, t'es un homme, tu vois. Tout est un choix d'identité. Qu'on peut dire oui ou non, tu vois. Ok. Donc je peux dire je suis une femme? Tu peux. Ok. Après, Est-ce que est-ce que Oui. biologiquement c'est la réalité? C'est des sujets compliqués. On va peut-être Là, pas faire des polémiques. on prend la tangente. Mm. Ok. Donc Et voilà. ouais, donc t'as Ouais. eu Les ruptures amoureuses rupture amoureuse. Ouais. m'avaient poussé déjà à réfléchir sur le sujet. Et ensuite, je m'étais pas mal intéressé à la philosophie, etc. Et au fur et à mesure du temps, je me suis intéressé de plus en plus à ces sujets-là. Et ensuite, j'ai eu une période dans ma vie où j'allais pas très bien. Ok. J'étais un petit peu dans le down. Et du coup, j'étais reparti chez mes parents à la campagne. Et là, j'ai fait tout seul, du coup. Et j'ai fait tout un petit travail introspectif où j'ai bouffé pas mal de contenu aussi sur la spiritualité. Et déjà à ce moment-là, en me baladant tout seul dans la nature, j'avais trouvé, en fait, que j'étais assis sur le trésor. Ok. J'avais trouvé que le bonheur que je cherchais était déjà là. Ok. Et que on s'invente, on crée les règles de notre monde. Tu vois. On crée totalement notre univers. Et c'est nous qui fixons les règles. Ah, quand il se passe ça, j'ai le droit d'être heureux. Quand il se passe ça, je dois être triste. Mais c'est nous qui fixons les règles. On a le choix, en fait. C'est jamais ce qui se passe, c'est ta relation à ce qui se passe.
Genre, tu mets un enfant dans une situation, je sais pas, il voit, il y a un ballon qui arrive, il a peur, il se met à pleurer, et l'autre, il va commencer à shooter dedans. La réalité et la situation est la même, deux relations différentes à cette même réalité. Ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, on fixe les règles. On fixe les règles du truc, et du coup, ça veut dire qu'on a le choix. Tu vois? Et en fait, c'est très simple. C'est pourquoi je veux 200 000 euros sur mon compte en banque. Tu vois. Ouais. Pourquoi je veux les plus belles femmes ou autre, peu importe. Pourquoi je veux du chocolat même. C'est simplement pour la sensation que ça va nous apporter. L'émotion. Le « ah, je m'aime, je suis fier de moi », tu vois. Tout va bien. Ouais, tout va Genre, bien. je suis en sécurité. Ouais. Tu vois. C'est juste ce truc-là qu'on recherche. Et ce truc-là, il est déjà en nous. Et d'ailleurs, on le sait, on le voit, tous les riches, ils sont jamais rassasiés de. Tu vois. Il y a toujours un manque, il y a toujours un truc, ils veulent toujours plus pour essayer de combler ce vide-là. Parce que la clé n'est pas dans le monde extérieur. Tu vois. On est juste assis dessus. Et on peut choisir. Et j'ai un peu découvert un chemin en moi qui mène en un claquement de doigts à la joie et au bonheur. Ok. Donc ça, c'est cette sensation que tu as ressentie au moment où tu t'es dit « Putain, en fait, je suis assis sur le trésor ». Donc c'est à ce moment-là dans ta vie où justement tu étais chez tes parents, c'est ça? Ouais. Et donc tu as fait cette balade dans la forêt et tu t'es dit « Putain, en fait, c'est après, ça. » quoi. Ça s'est passé quand même pendant 1 an. Hein, tu vois. Ah oui, ok. J'allais me balader tous les jours, je réfléchissais. Ouais. Et c'était pas tout de suite... C'était pas Eureka, quoi. Non, c'était pas Eureka. Et Ok. après, ça y est, je suis un moine accompli parfaitement. Ouais, Non, ouais. tu vois. C'est des petites révélations, des petites... tu goûtes un truc, tu vois. Genre, le simple fait de rire tout seul et d'avoir un sentiment de joie tout seul, mais ça veut dire que c'est là, déjà. Tu vois. Donc, c'est plein de petites prises de conscience qui, au fur et à mesure, m'ont construit. Mais, quand j'ai ressenti ce truc-là dans ma balade, j'ai aussi ressenti que, un petit peu comme une voix, je suis un peu fou, mais un peu comme une voix qui me disait « Ok, voilà, ça c'est ce que tu es. » Mais maintenant c'est bon, détends-toi. Et retourne jouer avec les autres, dans le village. Tu vois. Parce que j'étais un peu isolé à la campagne, au milieu des champs. Tu vois. Ok. Et du coup, je suis arrivé à Nice. Ok. Et ça, c'était il y a combien de temps? C'était juste avant le Covid, pendant le Covid, Ok. il y a 5 ans. Et après, moi j'ai toujours été un romantique, en vrai. C'est vrai que tu l'as dit au début. J'ai toujours eu ce truc-là de quand tu vois passer une jolie fille dans la rue, tu vois, de se dire waouh, et si peut-être, tu vois. On avait une histoire d'amour, tu vois. Ouais. Ok. Et donc, quand j'étais tombé sur ces vidéos de mecs qui prennent leur courage un peu à la hussarde pour aller Comme des accoster, chevaliers, comme des mec. chevaliers accoster la gente demoiselle, ça m'avait parlé. Et du coup, ça me tentait bien. En plus, j'arrivais tout seul à Nice, tu vois. Donc, Tu je me suis connaissais dit- personne sur place? Je connaissais personne. Je suis arrivé Ok. tout seul à Nice. Ok. Donc, en plus, je travaille chez moi parce que je suis dessinateur. Ouais. Donc, pour faire des rencontres, j'ai pas mis l'option. C'est vrai. J'aime pas les sites de rencontres. Je trouve ça déshumanisant. Et en plus, j'avais envie de me confronter au monde et d'aller rencontrer des gens dans le réel. Non, mais en gros, avec le temps, et du coup, l'abondance de femmes et de relations que ce mode de vie m'a apporté, au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'étais un petit peu parti dans une boucle de performance et de résultats. On a eu la même. C'est ça, et je faisais dépendre ma valeur et mon état émotionnel et mon bonheur de l'extérieur, c'est du ça. résultat C'est et ça. du nombre de femmes qui t'entourent. est-ce que cette fille m'a rejeté ou est-ce que Ouais. j'ai C'est que partagé tu- quelque chose avec cette femme Ouais. dans l'intimité. Putain, c'est joliment dit, mec. Donc tu basais ton identité finalement sur un résultat et sur un truc à l'extérieur. Exact. Genre je donnais mon bonheur dans les mains de ce truc-là, quoi. Et voilà, à un moment, j'ai réalisé un truc qui me manquait. J'avais compris que j'étais assis sur le trésor, mais j'avais pas eu le choix de l'identité. J'avais pas eu la réalisation du choix de l'identité. Comment tu fais la distinction entre les deux, du coup? Parce que tout à l'heure, tu disais, bah voilà, là aujourd'hui, j'ai un
je sais que le trésor, il est en moi et j'ai un chemin pour y accéder. Donc comment tu fais la distinction entre ça et le choix d'identité? C'est dur à dire. Comment je fais la distinction, je sais pas, mais ça se ressent. Je sais pas. J'ai vu que je choisissais une identité. Parce qu'en fait, si mon bonheur et mon état émotionnel dépendent de moi, ben, ça veut dire que je suis le créateur de mon monde. Exact. Et donc, je suis forcément aussi le créateur d'une identité. Tu es le créateur et l'expérimentateur en même temps. Et en fait, c'est compliqué de prendre totalement le pouvoir sur son état interne si on pense qu'on n'a pas choisi notre identité. Parce qu'on est forcément des victimes, alors. Parce qu'on a subi, on a mangé un truc, on a hérité d'un bagage, tu vois, qui nous fige dans une identité. Et donc, c'est très compliqué de reprendre le pouvoir sur son bonheur si on n'a pas le choix de l'identité, tu vois. Ou que tu es dans l'illusion que tu l'as pas en fait. Moi, c'était le cas. Je me disais, mais j'ai l'impression que je ne peux pas faire autrement, que le comportement que j'ai, il prend le pas, ou qu'il y a un programme qui agit à ma place. Ouais. Mais c'est tout simplement que je m'identifiais justement à ce programme. 100%, mec. En fait, j'ai vu clairement que je m'inventais des problèmes, que je m'inventais des manques, que je me créais des manques pour m'amuser, je pense, en vrai. Tu vois, au fond, il y a un truc un peu joyeux quand même. Ouais, tu voulais jouer, mais finalement, c'est le jeu qui t'a joué un peu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se crée des aventures, des problèmes, des épreuves pour les résoudre. Parce qu'on est programmé comme ça, on a envie de résoudre des problèmes. Tu vois. L'homme rationnel. C'est ça. Et j'ai vu le choix d'identité. J'ai vu qu'il y avait un Jules qui avait très envie d'avoir des problèmes et de les résoudre et d'avoir des manques. Et j'ai vu qu'il existait un autre Jules qui était totalement bien, déjà, sans besoin de qui que ce soit ni de quoi que ce soit. En paix, quoi. Totalement confiant. Et que je pouvais le choisir, en fait. C'était juste un choix. Il n'y a pas que deux Jules, hein, ou deux Tristan. Il y a une infinité d'identités. C'est ce que tu dis. Tu vois, moi, ça me fait penser à un peu tes histoires dont tu me parlais. Si on peut en parler, je sais pas. Allez, parlons-en, mec. Chez moi, tout est transparent, tu sais. Par rapport à ta mère, etc. Ouais. J'y ai réfléchi ces derniers jours. J'ai eu une discussion avec ma mère ce week-end, d'ailleurs. D'accord. On en parlera peut-être okay. À la baignade, tout à l'heure. Ça marche. Mais en gros, ce que tu faisais, c'est que tu gardais cette identité-là de Tristan qui a eu des problèmes dans le passé. Voilà. Et tu voulais guérir cette identité-là. Et j'ai vu que ce truc-là était sans fin. Il n'y a pas de fin à guérir cette identité-là. Il y aura toujours un truc. Et donc, l'option la plus simple et la plus facile et la plus efficace, c'est de laisser cette identité-là et d'en choisir une nouvelle. La let go, la laisser aller en fait. Ouais, c'est ça. Et dans cette nouvelle identité, il y a tout un passé qui arrive. Un autre passé, tu vois. D'ailleurs, moi, j'ai vu que je pouvais regarder mon passé de manière totalement différente. Je peux regarder mon passé en mode il m'est arrivé plein de trucs graves, plein de traumas, ou je peux regarder mon passé, genre c'était incroyable, j'ai eu trop de chance. Les deux sont vrais. Ou avec moins de jugement, tout simplement. En mode ça s'est passé. C'est vrai que si t'enlèves le jugement, t'enlèves aussi toute cette identification finalement. J'ai l'impression. Après, ça veut pas dire que j'ai plus de ressenti négatif. Ouais. Que j'ai plus de frustration, de colère ou quoi que ce soit. Mais je vais plus m'identifier à ça. Tu vois à travers. C'est ça. Je le vois, ça passe, c'est une émotion, c'est humain. Ok, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je la choisis ? Est-ce que je décide de l'incorporer à mon identité ? Alors, je suis quelqu'un de frustré. Je suis quelqu'un qui stresse, tu vois. Ou alors, est-ce que je décide de la laisser, de choisir une autre identité ? De voir les différentes identités, ok, laquelle je préfère ? Celle-là est mieux. C'est grave intéressant, mec. C'est très deep. C'est deep. Peut-être qu'on va perdre totalement les gens, c'est possible. Peut-être, hein. Non, moi, je pense que c'est très lumineux ce qui ressort de nos discussions à chaque fois, mec. Et aussi, on en parlait, mais par rapport à la relation avec nos parents aussi, à la relation qu'on a avec nos blessures, parce qu'on s'identifie à ces blessures. T'as un truc. J'ai un truc. Qui est que, pour clarifier un petit peu, parce que je pense que les gens vont être un peu perdus avec cette histoire de déjà accompli. Et en fait, le déjà accompli, c'est pas une histoire du monde extérieur.
C'est pas de la loi d'attraction. Oui, en mode je suis déjà accompli, j'attire Oui, c'est ça. une Ferrari, j'attire des 10 sur 10, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas je suis déjà accompli dans ma vie, etc. C'est je suis déjà accompli intérieurement. Et en réalité, je n'ai besoin de rien pour être heureux. Rien à l'extérieur ne va venir combler C'est exact, ce qu'il y a à c'est l'intérieur. ça. Mais après, je peux m'amuser dans le monde à faire plein de choses. Ça veut pas dire que je vais arrêter d'avoir envie de faire des choses et de me développer et devenir meilleur dans tel ou tel domaine parce que je suis déjà accompli et j'en ai plus besoin. Mais ça veut dire que je fais plus les choses depuis un état de manque pour combler un vide. Ouais. Je les fais simplement comme un enfant qui s'amuse, je vois la vie comme un jeu maintenant, tu vois. Il y a plus de drame. Et du coup, tu t'identifies plus à ce que tu fais, en fait. Ouais, c'est ça. Je sais que peu Tu mets moins importe où d'enjeux je serai aussi dans sur le ce que monde. tu fais. Comment ? Tu mets moins d'enjeux aussi sur ce que tu fais, forcément. C'est ça. Après, Parce je peux que- être très impliqué dans certains trucs. Il n'y a rien qui a de l'importance, mais tout est honoré, finalement. Ouais, c'est ça. En fait, il faut être vraiment comme des enfants, mais il y a plein de philosophies qui ont compris ça. Nietzsche, le premier, avec le surhomme qui est en fait un retour à l'enfance. Car le surhomme, c'est l'image de l'enfant. Parce qu'en fait, si tu regardes les enfants, comment ils jouent aux policiers, aux voleurs, par exemple, et ils sont en même temps très sérieux dans leur manière de jouer. Ils sont à fond dedans, ils sont à 100%. À 100%. Les 100%. Très important. Donc ils sont quand même sérieux, mais dans le jeu. Tu vois ? Je pense que c'est ça le truc. C'est d'ailleurs la mentalité que tu as envie d'adopter aussi quand tu vas parler à une fille qui te plaît. Exact. T'as pas envie d'être trop sérieux, t'as envie de voir ce truc, t'as envie de mettre 100% de conviction dans ce que tu fais, mais en même temps d'être détaché et d'avoir cette vibe de je suis là pour passer un bon moment et je suis là pour jouer Bien un sûr. peu, finalement. Bah, c'est sûr que c'est pas du tout la même énergie. Si tu vas voir une fille et que t'es dans l'énergie de je veux combler un manque ou je veux cette fille pour Pour me faire monter prouver à mon Vego moi-même, et voilà, et me ouais. prouver à moi-même que j'en suis capable. Et si je l'ai pas, je vais être malheureux et je vais me trouver pas assez, tu vois. Bah là, l'enjeu, il est terrible. Et les filles le ressentent. Ouais. Alors que si tu vas simplement dans une intention détendue, juste, je vais voir s'il y a une connexion avec cet être humain, en fait. Ouais. On avait beaucoup parlé de l'intention, de la pureté d'intention, ce qui avait changé chez toi et chez moi aussi d'ailleurs. De faire ce travail sur l'intention, d'avoir une intention qui est sharp finalement et qui est teintée de curiosité en fait. De j'y vais pour honorer sa présence et voir ce qui se passe en fait, voir s'il y a une connexion qui se crée. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas compatible avec tout le monde. 100%. Il y a des gens avec qui on est compatible et d'autres moins. Et c'est pas grave. Et donc, du coup, moi, j'ai réalisé que avoir une aventure avec une très jolie fille, mais où on n'est pas vraiment compatible, bah, ça avait un arrière-goût de vide. Ça n'a pas Forcément. vraiment d'intérêt. Tu vois. Si ton intention est teintée de manque, derrière ce que tu vas ressentir, C'est ça. du vide. Mais même si l'intention n'est pas teintée de manque, tu vois. C'est-à-dire Bah, imaginons... Je suis à deux doigts de faire une métaphore atroce. Vas-y mec. On va faire gaffe. Non, mais en gros, ce n'est pas pour comparer la femme à la nourriture. Mais imaginons... Trigger warning. Ouais, attention. C'est où il se barricade, il se protège. Mais tu peux avoir envie de boire un bon vin ou de manger une bonne nourriture simplement parce qu'elle est de qualité et qu'elle donne envie, sans être dans un état de manque à l'idée de manger cette nourriture. Tu vois. Sauf que si cette nourriture, la métaphore est deep, si cette nourriture n'est pas tout à fait compatible avec ton microbiote intestinal, c'est exactement le mot que j'avais. Ok. Ben, ça va faire des maux d'estomac, Des ballonnements. des ballonnements, des remontées acides. Voilà. Probablement. Donc l'important, c'est de trouver la nourriture qui correspond à notre microbiote. Hein. Et donc je peux voir une jolie fille et la trouver belle et appétissante, pour rester dans la métaphore. Mais
si je sens qu'il n'y a pas de compatibilité, tu vois, qu'on n'a pas... ouais, on vient pas du même monde, on n'a pas les mêmes délires, on n'a pas le même humour, ben, À quoi bon? ouais, à quoi bon? Je vais pas passer un moment excellent, tu vois. Donc je préfère passer des moments de qualité avec des gens. Il y a assez de gens sur Terre pour que je trouve les gens avec 100%. qui j'ai vraiment une très forte connexion et avec qui je passe les meilleurs moments. 100%. Et moi, je suis tombé dans ce piège tu vois, d'être dans la performance, dans cet état dans ce paradigme finalement de désir et de manque, et de pousser la ref à chaque fois, donc de pousser l'interaction le plus loin possible pour le game, tu vois, pour la performance. Et en fait, c'est là le piège, c'est de tomber. Là, c'est le jeu qui te joue. C'est plus toi qui es en train de jouer pour passer un bon moment, c'est le jeu qui te joue parce que tu fais un enjeu d'identité de chaque interaction. Et parce que tu veux aller le plus loin possible. Ça n'a pas de sens. Tout ce que tu crées avec ça, c'est des sensations de vide, forcément. Ouais. Et le petit problème de ça, même si pendant un moment j'ai pensé que c'était joyeux, parce que ça peut être un jeu comme un jeu vidéo où tu essayes d'aller à la fin du niveau, tu vois. Mais le problème, au fond, quand même, c'est que ça déshumanise un petit peu. 100%. Je pense à une connaissance, un collègue, un pote à Nice, qui est vraiment tombé dans ce truc-là de performance, et du coup qui a déshumanisé un petit peu l'autre, tu vois. Genre, alors que c'est vraiment quelque chose de... C'est une science humaine. Tu vois. Parce que tu déshumanises aussi la rencontre en elle-même, ouais, finalement. c'est ça. Tu vois, ce truc, c'est comme si tu étais à l'usine, en fait, finalement. Et c'est là où tu perds un peu de sens, tu perds peut-être aussi un peu d'amour-propre. Mais d'ailleurs, ça marche pas vraiment, parce que les filles le sentent, tu vois, que t'es dans ta performance 100%. d'ego, tu vois. 100%. Et elles ont de l'ego, du coup, aussi en retour. Et généralement... relation d'ego, oui, ça beaucoup de va troubles. pas très loin. Tout ce qu'on dit là est un peu quand même controversé. C'est vrai. Et pas très accepté socialement. Et je le comprends parce qu'il y a quelque chose de très libre dans notre démarche, d'aller comme ça provoquer des rencontres. On sort un petit peu du cadre social, on prend une liberté que normalement on n'a pas le droit de prendre, entre guillemets, tu vois, dans l'inconscient collectif. Les gens nous reprochent cette liberté. Ouais, bien sûr. Parce que ça les trigger. C'est ça, ça leur fait peur, enfin, ils comprennent pas, tu vois. Ouais. Après, je peux comprendre les filles qui ont peur que ça soit qu'elles soient du travail à la chaîne, un objet d'expérimentation, quoi. Ouais. Donc ça, je peux le comprendre, mais c'est pas le cas. L'idée, c'est vraiment de connecter avec les gens de la meilleure des manières, et c'est tout un travail sur soi. En tout cas, c'est comme ça que nous, on veut, je pense, le transmettre, plus que simplement un truc de performance ou... Ouais, non, loin de nous cette idée-là. Non. Mais donc, du coup, c'est vrai que j'ai encore un petit peu de réticence par rapport au regard de la société sur ça, parce que je sais que beaucoup de gens vont avoir du mal à comprendre. Même si on leur explique bien, c'est assez marginal. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a plu dans cette démarche-là aussi à la base. C'est ce truc un petit peu rebelle, tu vois. Un petit peu interdit par les codes de la société, exact. quoi. Ouais. Il y a un truc un peu rebelle, un peu... Il y a un truc que tu transgresses, ouais, il y a une transgression qui est très sexy, qui est très attirante. C'est vrai qu'une fois que t'es lancé dans cette matrice, bah, ta réalité, elle change complètement, en fait. Ouais, c'est fou. Et ça, c'est vrai qu'on en a plus trop conscience maintenant, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on est là-dedans. Mais quand on prend des élèves qui sont complètement débutants, qui partent d'un niveau où ils ont une peur de l'approche et qu'ils n'ont jamais fait ça dans la vraie vie, il y a une réalité complètement qui s'ouvre à eux. Tu vois. Ouais, bien sûr. Ça, c'est vrai aussi. On se rend plus trop compte, nous, mais forcément, on se met à la place de ces mecs-là. Et il y a beaucoup d'ego après aussi. C'est beaucoup d'ego. La réalité qui se manifeste à toi, si t'es dans l'ego, ça va être troublé, forcément. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui vont rejeter ce truc-là, par ego. Tu vois. En mode, ouais, non, mais moi, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est ça. Ou alors, moi, j'en ai pas besoin, ou alors, ouais, aller prendre des numéros comme ça, c'est vraiment, tu vois. Ouais. Ils vont dénigrer le truc sans essayer de comprendre le fond, ouais. En caricaturant. Ouais. Tu vois.
Et parfois derrière, et ça c'est Nabil aussi qui l'expliquait pas mal, c'est que derrière ce je m'en bats les couilles, tu fais semblant d'être indifférent, mais ce Oui, que oui, ça oui. cache derrière, si t'es vraiment honnête avec toi, il y a une petite part de lâcheté quand même. Bien sûr. Non, mais la réalité, c'est que tous les hommes, absolument tous les hommes, rêvent, quand ils voient passer une fille qui leur plaît, d'aller créer une connexion et un contact avec cette personne. Tu vois. La plupart des mecs rêvent de ça. Mais il y a tout un conditionnement social qui t'empêche de... Ouais, des croyances limitantes. Ouais, des croyances limitantes. En plus, qui viennent... ils vont plonger dans ces croyances limitantes parce que c'est confortable. Parce que ça fait très peur. Ça fait très peur d'aller se confronter au rejet. Et d'aller risquer un rejet en allant voir l'autre, en exprimant clairement ses intentions. Ça fait très peur, mais c'est justement, je trouve, parce que ça fait très peur, que c'est très intéressant. Parce que ça t'en apprend directement énormément sur toi-même. C'est derrière la peur que tu retrouves finalement ton essence. Derrière les zones d'ombre que tu trouves la lumière. Exact. Quel philosophe. On va terminer là-dessus. C'était trop un plaisir, mec, d'avoir cette discussion avec toi. En plus, encore une fois, t'es un mec que j'apprécie sincèrement au-delà de notre collaboration. Donc, merci à toi d'avoir participé. Là, maintenant, si t'as envie de bosser avec nous, si t'as envie de bosser avec Jules, prends un appel dans la description. On fait le point sur ta situation. Et si je peux t'aider, je le fais avec plaisir. Et Jules se fera un plaisir aussi de te coacher. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour un nouveau podcast, mec.